Également en lien avec les prix aux États-Unis qui sont tombés il y a une demi-heure maintenant. On va tout de suite prendre la direction de New York. Grégory Volokin, je me tourne vers vous. Vous êtes en duplex depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Grégory, on a une salve de statistiques, les dépenses de consommation des ménages en mars, ainsi que les revenus des ménages, et puis surtout ce qu'on appelle l'Employment Cost Index, une mesure de la rémunération globale des salariés qui semble s'accélérer un petit peu au premier trimestre. Oui, je dirais que c'est des chiffres qui ne vont pas du tout faciliter une décision pour la Fed. Parce que comme vous le dites, ce qu'on appelle l'Employment Cost Index, qui est donc la mesure non seulement des salaires, mais de l'ensemble des rétributions que touchent les employés, donc évidemment aussi ce qu'on appelle les bénéfices, les assurances sociales, etc., est en hausse de 0,7% sur le trimestre. C'est une hausse qui va en s'accélérant, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument noter. Et puis aussi, il faut noter le chiffre hebdomadaire des indemnisations chômage, qui est le chiffre le plus bas depuis 15 ans. Donc un des deux piliers aux États-Unis, qui est le marché de l'emploi, va toujours non seulement en s'améliorant, mais avec des premiers petits signes quand même de pression à la hausse sur les salaires et sur les rétributions des employés. Bon, alors ça se traduit pas encore sur les chiffres d'inflation. Là aussi, on a eu un indicateur d'inflation qui est d'ailleurs l'indicateur privilégié par la Réserve fédérale américaine, ce qu'on appelle le PCE Index. Là, il est stable par rapport au mois de février. C'est-à-dire qu'on a une progression des salaires, des rémunérations globales, mais ça se traduit pas encore dans les prix à la consommation. Et c'est évidemment non seulement un problème, mais c'est la question. D'abord, il faut que les salaires augmentent vraiment, et on en est tout à fait au début. En même temps, vous avez évidemment, grâce à la baisse de l'énergie, on a importé une sorte de déflation. Et pour que tout ça se transmette aussi bien au prix à la consommation qu'au prix à la production, il faut du temps. Donc, le grand problème pour la Fed, c'est justement que ça ne se transmette pas trop fort, parce qu'on parle toujours d'inflation, mais l'inflation n'est pas vraiment un bien. Quand on parle de consommation, vous n'avez pas envie d'une hausse des prix à la consommation de 2,5 ou de 3% si les salaires ne suivent pas. Donc c'est un équilibre qui est très très délicat. On commence avec une hausse des salaires, on n'a pas envie que ça se transmette trop au prix pour le consommateur. Et puis là, au milieu, vous avez une Fed qui, une fois de plus hier, par exemple, a bien indiqué qu'elle ne savait absolument pas dans quelle direction elle allait aller, en tout cas à court terme. Merci Grégory, on vous retrouvera un peu plus tard. Après l'ouverture à New York, on attend une ouverture en légère baisse selon les indices futurs. On notera le 10 ans américain qui remonte un petit peu effectivement après cette série de statistiques. Là on revient quasiment à 2. Premier quart d'heure de cotation à New York. Et aux US, c'est une légère baisse pour l'instant. Après une demi-heure de cotation, on reprend la direction de New York. Grégory Volokin, on vous retrouve à nouveau sur place, le président de Mescard Financial Services. Bon, Grégory, le mois d'avril aura été agité un petit peu partout, que ce soit sur les actions, sur les taux également, et puis des mouvements sur les devises. On a observé au cours de ce mois d'avril une inversion des grandes tendances qu'on avait depuis le début de l'année, et notamment sur le dollar. Ça semble être une des clés, peut-être aussi des mouvements qu'on a pu observer sur les autres marchés, que ce soit les marchés de taux ou les marchés actions. Le dollar index a baissé de 3% environ au cours de ce mois d'avril. Est-ce que c'est juste une respiration ou est-ce que c'est quelque chose là qui est en train de s'inverser plus durablement? C'est difficile à croire à ce stade, Grégory. Oui, c'est une question, comme vous dites, difficile. C'est aussi une question plus d'opinion qu'autre chose. Mais si on regarde les fondamentaux, c'est quoi les fondamentaux? C'est encore quand même des taux d'intérêt extrêmement bas en Europe et des taux d'intérêt qui sont en train de remonter petit à petit aux États-Unis, avec l'idée que tôt ou tard, la Fed interviendra au niveau de ses taux de directeurs, ce qui fera remonter les taux. Donc, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que le dollar reprendra sa hausse. Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, tout le monde était placé du même côté. Vous savez, c'est comme un bateau. Si tous les passagers vont du même côté, évidemment, le bateau prend des risques de chavirer. Tout le monde était long dollar, short euro. Et quand il a commencé à avoir quelques signes, par exemple, comme vous les avez même eu ce matin, au niveau de l'inflation en Europe, quand on a commencé à avoir quelques signes économiques ou macroéconomiques des États-Unis, les traders, parce que c'est vraiment de traders là, dont il faut parler, ont clôturé leur position ou sont un peu revenus à la moyenne. Donc, moi je dirais, il faut garder les épaules, la tête sur les épaules et voir un peu long terme. Le dollar a toute raison de s'affermir, même s'il va peut-être revisiter les 1,15 contre le dollar.
contre l'euro, hein, tout est possible. Et je dirais, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que le dollar n'est pas seul, il forme vraiment un couple avec les matières premières, et on a vu maintenant, depuis que le dollar a commencé à s'affaiblir un tout petit peu, la remontée des cours de l'énergie et du pétrole, et voir où est-ce que ça va nous amener. Et à ce niveau-là, c'était intéressant, par exemple, de lire un peu les résultats d'une compagnie telle que Exxon ce matin. Bon, alors qu'est-ce qu'ils nous disent, Exxon? C'est mieux prévu a priori. Ils se payent même le luxe de relever leurs dividendes. C'est-à-dire que c'est pas trop en ce moment à la mode dans le secteur pétrolier. On essaye déjà de maintenir son dividende. Eux le relèvent là sur le premier trimestre. D'abord, il montre que le modèle d'une compagnie d'énergie diversifiée qui combine upstream et downstream, c'est-à-dire qui combine à la fois l'exploration, la production et la vente et le raffinage, est un modèle qui, dans des marchés chahutés comme actuellement, tient très bien la route. Puisqu'en fait, si au niveau de l'exploration et de la production, il y a une forte baisse des revenus et des profits, les revenus et les profits au niveau du raffinage et de la vente donc d'essence ont doublé. Et ça, c'est quand même à noter pour Exxon. Mais je dirais le plus intéressant, en fait, c'est que si les résultats d'aujourd'hui sont arrivés bien meilleurs que ce que les analystes attendaient, c'est parce qu'ils ont fortement augmenté leur production. Alors, on entend tous les jours dire « Ah oui, les compagnies d'énergie sont en train de s'adapter et de baisser leur production ». C'est peut-être pas forcément le cas. En une journée, on a deux signes. L'Arabie Saoudite qui produit plus ce mois-ci que depuis des mois et des mois, et la plus grande compagnie pétrolière diversifiée qui a fortement augmenté sa production pour compenser évidemment la perte de revenus et de profits qu'elle peut avoir à cause de la baisse du coût de l'énergie. Bon, ça n'empêche pas le baril de pétrole de remonter. Là aussi, ça aurait été un des phénomènes marquants de ce mois d'avril. On est revenu au plus haut de l'année sur le pétrole, que ce soit le Brent ou le WTI, le pétrole américain. Voilà, on est aux alentours de $59. Voilà, vous vous souvenez que quand on était à $40, vous trouveriez à peu près tout le monde qui vous disait qu'on allait à $30. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir tout le monde qui vous dit qu'on va à 60 ou à 70 ou à 100. Je pense que la réalité, en fait, c'est que oui, il y a eu une baisse de la production de pétrole aux États-Unis. Si on regarde toutes les petites compagnies indépendantes, ça c'est absolument certain. Il y a une grande baisse au niveau des puits de pétrole utilisés pour de l'exploration de la production aux États-Unis, mais je crois que c'est pas ça comme on dit la big picture. Hein. Je pense que l'idée est un peu différente. Il y a trois choses. D'abord, les négociations avec l'Iran sont très très difficiles. Donc c'est clair que si l'Iran ne peut pas tôt ou tard reprendre sa production, ça c'est favorable pour l'énergie. Il y a un retour aussi de tensions macro-politiques. Si on regarde par exemple la situation avec le Yémen et avec l'Arabie Saoudite, ça a aussi fait remonter le pétrole. Et puis, en fait, s'il y a des signes de redémarrage de l'activité en Europe, et on a l'impression que les Européens le parient, ça c'est bon pour la demande. Donc, je dirais il y a des fondamentaux qui sont peut-être moins mauvais que prévu pour le pétrole, qui expliquent qu'il ait trouvé, en tout cas, non seulement un support vers les 50, mais puisse repartir un peu à la hausse. Bon, et puis on peut dire un mot aussi là du deal General Electric Alstom là qui refait un petit peu parler de lui. Voilà, il y a des deals qui sont compliqués à mener. Il y en a même certains qui n'aboutissent jamais. On a vu l'abandon du deal de Comcast sur Time Warner Cable récemment. Voilà, c'était quand même un énorme deal qui n'aura pas lieu. GE Alstom, on n'en est pas encore là, mais Bruxelles, la Commission européenne, là demande quand même des explications assez claires, semble-t-il, à General Electric, qui va devoir répondre point par point à une série d'objections de la Commission européenne. Oui, ça s'appelle SO, Statement of Objection. Ça va être une lettre qui va être envoyée par la Commission européenne qui va demander plusieurs choses à General Electric et surtout des chiffres et surtout des mesures que General Electric prendrait au niveau non seulement de la production de turbines à gaz, mais aussi de l'entretien du service pour éviter un duopoly. Alors ça, c'est quoi ce duopoly? C'est évidemment Siemens et General Electric qui seraient les plus grands acteurs en Europe, avec très loin derrière un troisième acteur qui est
Mitsubishi. Alors la question maintenant, c'est est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est les Français et les Allemands qui essayent de favoriser un peu Siemens ou d'aider Siemens dans le deal? C'est très difficile à dire. General Electric est très 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 confiant qu'ils peuvent remporter, disons, cette fusion. Et puis je dirais juste, puisqu'on en parlait un tout petit peu, est-ce qu'on va pas voir d'ici quelque temps des actionnaires de Alcatel qui vont commencer un peu à se plaindre? Mais on les voit déjà, semble-t-il, Grégory, là. C'est ODAM qui a plus de 5% d'Alcatel. Alors je ne sais pas si c'est des anciens actionnaires de Lucent. En tout cas, ils disent que c'est pas acceptable en l'état, là. Oui, imaginez s'ils disaient ça, je ne sais pas s'ils l'ont dit aujourd'hui, mais s'ils disaient ça, 8% en dessous, je pense qu'ils vont le dire encore plus fort. Donc ces grands deals on avait l'impression qu'ils étaient vraiment dans le marbre, aussi bien du côté de Alcatel que de General Electric et d'Alstom ne sont pas définitifs, mais il ne faut pas oublier que c'est des deals, en tout cas dans le cas de Alstom, qui sont plutôt favorables à la fois pour la France et la position de l'énergie et même pour l'emploi en France. Le cas de Nokia et de Alcatel est quand même très différent. Merci beaucoup Grégory, merci à vous. Alors je vous souhaite pas bon week-end de 3 jours parce que c'est ouvert chez vous demain à Wall Street. Il n'y a pas de 1er mai aux États-Unis. En fait, le travail en travaillant. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous chaque après-midi. Le président de Mescard Financial Services, les marchés américains qui sont en baisse sur cette dernière séance du mois, moins 0,45% pour le